Eureka! Nous savons déjà que, lorsque la matière est chauffée, ces molécules se déplacent plus rapidement et prennent plus d'espace, et la matière se dilate. Ceci dans les trois états, solide, liquide et gazeux. Lorsque la matière est refroidie, ces molécules se déplacent plus lentement et prennent moins d'espace, et le solide, le liquide ou le gaz se contractent. Et maintenant, mesure de la température. Peux-tu dire si une chose est chaude ou froide? Dans ce cas, dans quelle baignoire est-ce que tu vas rentrer? Dans celle-ci, pleine d'eau glacée? Ou dans celle-là, remplie d'eau bouillante? Ou encore dans cette autre, où l'eau n'est ni trop chaude, ni trop froide? Le choix est facile, n'est-ce pas? Eh bien, vas-y, mon vieux, rentre dans celle du milieu. Ça te paraît un peu trop chaud, n'est-ce pas? Essaie donc avec l'autre pied. Oh, là maintenant, ça te paraît un peu trop froid. Eh bien, peut-être que ce n'est pas si facile que ça, après tout, de dire si quelque chose est chaud ou froid. C'est parce que le corps humain peut seulement percevoir les différences. C'est-à-dire déterminer si une chose est chaude ou froide, comparée à une autre chose. Mais même tes pieds ne peuvent s'entendre au sujet de l'eau de la baignoire du milieu. Est-elle chaude ou est-elle froide? Il doit sûrement y avoir un meilleur moyen de mesurer à quel point une chose est chaude, ou comme on dit normalement, de mesurer sa température. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui est chaud? Eh bien, lorsque la température d'une chose augmente, ces molécules se déplacent plus vite. Les molécules dans l'eau bouillante se déplacent trop rapidement pour que l'on y soit à l'aise. Tandis que les molécules dans l'eau glacée se déplacent trop lentement pour que l'on y soit à l'aise. Si seulement on pouvait s'assurer que les molécules de l'eau dans la baignoire du centre se déplacent à la bonne vitesse pour le corps humain, tu pourrais tranquillement prendre ton bain. Mais comment pouvons-nous mesurer leur vitesse? Les molécules sont si minuscules que nous ne pouvons même pas les apercevoir. Encore moins chronométrer leur vitesse. Attends une minute. Nous connaissons quelque chose d'autre sur tout ce qui a été chauffé. Il ne s'agit pas seulement d'une accélération de molécules, mais il s'agit d'une accélération qui cause la dilatation de la matière. Donc, nous pourrions mesurer la vitesse des molécules indirectement en mesurant l'effet de leur accélération, c'est-à-dire en mesurant la dilatation elle-même. Et c'est exactement cela qu'un savant suédois appelé Anders Celsius a fait en 1742. Il a pris un liquide qui se dilate suffisamment quand il est chauffé, c'est-à-dire le mercure, et il l'a versé dans un petit tube. Puis il a mis le tube dans de l'eau qui était sur le point de geler, et le mercure se contracta jusqu'à ce niveau qu'il décida d'appeler le point de congélation de l'eau, 0 degré Celsius. Ensuite, il a mis le tube dans de l'eau bouillante, et le mercure se dilata jusqu'à ce point-ci. Et il le nomma le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius. Il disposait alors d'un moyen de mesurer les vitesses relatives des molécules, en d'autres mots, la température relative des choses. La température d'une pièce où l'on est à l'aise est de 20 degrés. Mais 30 degrés, c'est un peu trop chaud. Et moins 20 degrés, c'est vraiment trop froid. Celsius pouvait même prendre sa propre température. Et il découvrit qu'elle était d'environ 37 degrés, ce qui est, en toute logique, la température idéale de ton bain, puisque c'est aussi la température de ton corps. Tout ce que tu as à faire, c'est d'amener l'eau à 37 degrés, et tu finiras par réussir à le prendre, ton bain. Merci, Anders Celsius, pour ton instrument à mesurer ce qui est chaud ou froid. Mais comment doit-on appeler cet instrument? Eh bien, en grec, on désigne ce qui est chaud par le mot thermos. Donc, on a un thermosmètre, ou thermomètre. Alors, ce bain, est-ce qu'il était à la bonne température maintenant? Oh, peut-être que tu aurais mieux fait de prendre une douche, non?
Eureka! Nous savons déjà que, lorsque la température de quelque chose monte, ces molécules se déplacent plus rapidement et cette chose se dilate. Cette dilatation peut servir alors à mesurer la température elle-même. Un instrument qui sert à cela s'appelle un thermomètre. Sur le thermomètre en degrés Celsius, le niveau auquel le mercure se contracte au point de congélation de l'eau se chiffre à 0 degrés Celsius. Et le niveau auquel le mercure se dilate au point d'ébullition de l'eau se chiffre à 100 degrés Celsius. Et maintenant, différence entre température et chaleur. Voici un seau d'eau chaude à 50 degrés Celsius. Et voici une tasse d'eau bouillante à 100 degrés Celsius. Dans lequel de ces deux contenants les molécules d'eau bougent-elles le plus rapidement? Le seau ou la tasse? Très juste, parce que l'eau de la tasse est plus chaude que celle du seau. Et plus un objet est chaud, plus ses molécules se déplacent rapidement. Alors, tout cela est bien clair, n'est-ce pas? Dans ce cas, si l'eau de ta piscine est un petit peu trop froide pour toi, crois-tu qu'il serait préférable d'y verser la tasse d'eau bouillante plutôt que le seau d'eau dont la température est inférieure? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein? Pour savoir, on va faire une expérience. Suppose que tu possèdes deux piscines identiques, une jaune et une bleue. Et suppose que l'eau qu'elles contiennent soit un petit peu trop froide pour toi. Quand tu verses la tasse d'eau bouillante dans la piscine jaune, est-ce que l'eau te semble plus chaude? Tu ne sens presque pas de différence, n'est-ce pas? Maintenant, verse le seau d'eau à 50 degrés dans la piscine bleue. Alors, même si l'eau de la tasse était beaucoup plus chaude que celle du seau, le seau d'eau à 50 degrés est de loin préférable pour réchauffer l'eau des piscines que la tasse d'eau à 100 degrés. Pourquoi donc? Eh bien, revenons aux faits. Il est évident que le seau contient beaucoup plus de molécules d'eau que la tasse. La température moyenne d'une molécule d'eau dans le seau est de 50 degrés. Et la température moyenne d'une molécule d'eau dans la tasse est de 100 degrés. Maintenant, remplaçons les molécules par autre chose. Imaginons qu'au lieu de molécules, la tasse soit remplie de billets de 100 $. Et le seau d'eau rempli de billets de 50 $. Qu'est-ce que tu choisirais? Chaque billet de la tasse vaut beaucoup plus que chaque billet du seau. Mais le montant total de l'argent dans le seau est beaucoup plus important que le montant total de l'argent dans la tasse. La même chose se produit avec tout ce qui est chaud. Dans la tasse, la qualité de l'eau chaude, comme la valeur des billets de banque, est plus élevée. Dans le seau, la quantité de l'eau chaude, comme la quantité des billets de banque, est plus importante. Nous savons que c'est la vitesse des molécules qui détermine la qualité de ce qui est chaud. En fait, cette qualité dépend uniquement de la vitesse des molécules et n'a rien à voir avec leur masse totale. Bien que les molécules de l'eau du seau ne se déplacent pas aussi vite que celles de la tasse, elles sont plus nombreuses et par conséquent, elles ont en masse ce qu'elles n'ont pas en vitesse. Et la quantité de ce qui est chaud est déterminée à la fois par la masse et la vitesse. Nous avons déjà appris qu'il existe un mot pour désigner la qualité de ce qui est chaud. C'est le mot température. Maintenant, il est temps de présenter un autre mot, celui qui désigne la quantité de ce qui est chaud. C'est le mot chaleur. La grande différence qui existe entre la température et la chaleur, c'est que la température dépend uniquement de la vitesse, alors que la chaleur dépend à la fois de la masse et de la vitesse. L'eau dans la tasse a une très haute température, mais elle a très peu de chaleur. Et l'eau dans le seau a une température beaucoup plus basse, mais elle a beaucoup plus de chaleur. Maintenant, tu as compris pourquoi un seau d'eau à 50 degrés vaut mieux pour réchauffer une piscine qu'une tasse d'eau bouillante? Par contre, si tu veux te faire une tasse de thé... Résumé. L'énergie ne se crée ni ne se détruit, elle se transforme.
La chaleur s'écoule spontanément d'un corps chaud à un autre froid, et non pas à l'inverse. Dans chaque transformation, une partie de l'énergie s'évapore et devient inutilisable. La quantité d'énergie inutilisable ne diminue jamais. Toute la matière est composée d'atomes et de molécules qui bougent constamment avec plus ou moins de rapidité et de liberté. Quand on chauffe un objet, ces particules s'accélèrent et le corps se dilate. Quand un corps chaud se met en contact avec un autre froid, il y a une transmission d'énergie de celui à la température la plus élevée vers celui à la température la plus basse. C'est pour cela que les particules de l'intérieur du thermomètre s'accélèrent et dilatent le liquide, qui monte sur l'échelle graduée. Sur l'échelle Celsius, le 0 correspond au point de fusion de la glace et le 100 à celui de l'ébullition de l'eau. L'échelle Kelvin commence au 0 absolu, qui équivaut à moins 273,15 degrés Celsius. Si on applique de la chaleur à un solide, celui-ci se transforme graduellement en liquide, et si la température continue d'augmenter, il se transforme en gaz. Par conséquent, l'augmentation de la chaleur peut produire un changement d'état des corps. Dans les solides, la chaleur se transmet normalement par conduction. Si on chauffe une extrémité de la barre, la chaleur s'étend jusqu'à l'autre extrémité. Dans les liquides et les gaz, la chaleur se transmet par courant de convection entre les parties les plus froides et les parties les plus chaudes. Dans le vide, la chaleur se transmet par radiation. Dans les réfrigérateurs, l'absorption de la chaleur des aliments est provoquée en dilatant et en refroidissant continuellement un gaz, grâce au moteur de l'appareil.